Bonjour. Dans le cadre de ces séances télévisées consacrées à l'économie, nous allons terminer aujourd'hui la section 4, l'évolution de la structure géographique des échanges mondiaux, du chapitre 2, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Lors de la séance précédente, on avait commencé avec la première sous-section, la tripolarisation des échanges internationaux. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la deuxième sous-section, la deuxième et dernière sous-section, la nouvelle structure géographique des échanges mondiaux. Avant de commencer avec la nouvelle structure géographique des échanges mondiaux, nous allons faire un petit rappel sur ce phénomène de tripolarisation des échanges internationaux. On va s'appuyer sur ce document statistique qui retrace les échanges de marchandises entre l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe en 2017. L'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe seulement, puisqu'il s'agit des trois zones qui sont au cœur de la tripolarisation. Donc, on va commencer déjà par interpréter un chiffre. Donc, vous avez ce chiffre, 6,9. Eh bien, il signifie tout simplement qu'en 2017, les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord vers l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les exportations de marchandises à l'intérieur de cette zone, représentaient 6,9% des exportations mondiales de marchandises. Deuxième chiffre, ce 2,2. Ce chiffre signifie qu'en 2017, les exportations d'Amérique du Nord vers l'Europe, 2,2% des exportations mondiales de marchandises. Donc, ce qui est exporté par l'Amérique du Nord est importé par l'Europe. Donc, ce 2,2% représente aussi les importations de marchandises de l'Europe, de l'Amérique du Nord vers l'Europe. C'était les importations de l'Europe en provenance de l'Amérique du Nord. De même, le chiffre là que vous connaissez, si vous avez vu la séance précédente, 6,5%. Cela signifie qu'en 2017, les exportations de marchandises de l'Asie vers l'Amérique du Nord représentaient 6,5% des exportations mondiales de marchandises. Ce document nous intéresse surtout au niveau de ces derniers chiffres, qui sont un peu plus gros. Donc, 13,8% ici signifie tout simplement que les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord en 2017 représentaient 13,8% des exportations mondiales de marchandises. De même, 34% ici signifie qu'en 2017, 34% des exportations mondiales de marchandises provenaient de la région asiatique, provenaient d'Asie. Donc, si on fait la somme de ces trois chiffres, 13,8 plus 34% plus 37,8%, on obtient 85,6%. C'est-à-dire qu'en 2017, les exportations de marchandises de ces trois régions, l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe, représentaient 85,6% des exportations mondiales de marchandises. Donc ça montre qu'il y a une très forte tripolarisation. De même, si on observe les importations, eh bien, si on fait la somme 18,7, c'est au fond, le 18,7 veut dire tout simplement qu'en 2017, les importations de l'Amérique du Nord représentaient 18,7% des importations totales de marchandises. Donc 18,7 plus 31,5 plus 37,1%, on obtient 87,3%. C'est-à-dire qu'en 2017, les importations de marchandises de ces trois zones représentaient 87,3% des importations mondiales de marchandises. Donc ces deux chiffres montrent la très forte tripolarisation du commerce international. Donc premier point. Deuxième point maintenant, si on regarde les échanges entre ces différentes régions. Donc vous avez le chiffre 3%, cela signifie tout simplement qu'en 2017, les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord vers l'Asie représentaient 3% des exportations mondiales de marchandises. De même, si vous regardez ce chiffre 6,5%, donc en 2017, les exportations d'Asie vers l'Amérique du Nord représentaient 6,5% des exportations mondiales de marchandises, contre 3,3% seulement en ce qui concerne les exportations de marchandises de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Donc, 6,5%, ce sont les exportations de l'Asie vers l'Amérique du Nord, ce sont les échanges transpacifiques. Donc, on voit bien que les échanges transpacifiques sont plus importants que les échanges transatlantiques, c'est-à-dire les échanges entre l'Europe et l'Amérique du Nord. De même, si on observe juste ces deux chiffres-là, 3% et 2,2%, cela signifie qu'en 2017, les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord vers l'Asie représentaient 3% des exportations mondiales de marchandises, contre 2,2% seulement vers l'Europe. Donc, le deuxième constat ici, c'est que les échanges transpacifiques, les échanges entre l'Amérique du Nord et l'Asie, sont beaucoup plus importants que les échanges transatlantiques. Enfin, un dernier constat,
c'est ces trois chiffres en diagonale, 6,9%, 18,1%, 26,1%. Si on le lit comme ça, en 2017, les exportations de marchandises de l'Asie vers l'Asie représentaient 18,1% des exportations mondiales de marchandises. De l'Asie vers l'Asie, cela signifie tout simplement qu'il s'agit des échanges à l'intérieur de cette zone, à l'intérieur de l'Asie. Donc il s'agit d'échanges intra-zones. En ce qui concerne l'Amérique du Nord, ce chiffre monte à 6,9%. Pour ce qui est de l'Europe, on voit bien qu'en 2017, les échanges intra-zones de l'Europe représentaient 26,1% des exportations de marchandises de l'Europe. Donc 6,9, 18,1, 26,1, on voit bien dans ce tableau que ce sont les chiffres les plus élevés. Donc le commerce intra-zone au sein de ces trois régions est relativement plus important que le commerce interzone, c'est-à-dire entre les différentes zones. Donc les échanges intra-zones sont relativement plus importants que les échanges interzones. Donc il s'agit là des principales caractéristiques de la tripolarisation du commerce international. Donc tripolarisation, trois régions, Amérique du Nord, Asie, Europe. Passons maintenant à la deuxième sous-section de cette dernière section de notre chapitre 2, B, la nouvelle structure géographique des échanges mondiaux. L'idée, au fond, c'est de voir qui a gagné, qui a perdu, c'est-à-dire quels sont les pays, quelles sont les régions qui ont profité de toutes les évolutions qu'a connues le commerce international, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale, et quelles sont les régions, quels sont les pays qui ont été marginalisés. Donc vous me direz, puisqu'on vient de le revoir maintenant avec la tripolarisation, normalement, les trois régions, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, ces régions, comme ce sont les trois premières puissances commerciales au monde, ces régions ont profité des évolutions quantitatives et qualitatives du commerce international. C'est vrai, c'est-à-dire ce serait une bonne réponse, sauf que cette réponse doit être nuancée. Le constat doit être nuancé. Parce que si on observe, comme vous le voyez sur ce tableau, les évolutions de chacune de ces régions, on va voir qu'il y a des différences. En effet, prenons l'Europe, en 1953, les exportations de marchandises de l'Europe représentaient 39,4% du total des exportations mondiales de marchandises. En 2017, ce chiffre se situe à 37,8%. Donc il y a une relative stabilité du poids de la part de l'Europe en ce qui concerne les exportations de marchandises. Par contre, si on observe maintenant l'Asie, si on se penche, c'est le mot, sur le cas de l'Asie, en 1953, les exportations de marchandises de l'Asie ne représentaient que 13,4% des exportations mondiales de marchandises, contre 34% en 2017. Donc on voit qu'il y a une très très forte progression du poids de l'Asie entre 1953 et 2017, puisqu'il y a une augmentation de plus de 20 points entre 1953 et 2017. Cette très forte progression s'est faite aux dépens de l'Amérique du Nord. En effet, le poids de l'Amérique du Nord a fortement baissé entre 1953 et 2017, le poids de l'Amérique du Nord dans le commerce international, puisqu'en 1953, les exportations de marchandises de l'Amérique du Nord représentaient 24,8% des exportations mondiales de marchandises, contre 13,8% seulement, j'allais dire, en 2017. Donc il y a une baisse de 11 points de la part de l'Amérique du Nord. Pour les autres régions, on voit bien que en ce qui concerne l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et Caraïbes, le poids de cette région a baissé de 9,7% à 3,4%. Donc il y a une baisse de la part de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et Caraïbes. Enfin, en ce qui concerne l'Afrique, on observe une marginalisation croissante, puisque en 1953 déjà, le poids de l'Afrique n'était pas très important, puisque les exportations de marchandises de l'Afrique représentaient 6,5% des exportations mondiales de marchandises. Mais en 2017, la situation s'est aggravée, donc il y a une baisse de ce poids à 2,4%, c'est-à-dire il y a une baisse de 4,1 points entre 1953 et 2017. Tout notre continent, les marchandises, c'est-à-dire les exportations de marchandises de notre continent, ne représentent plus en 2017, ou ne représentaient plus en 2017 que 2,4% des exportations mondiales de marchandises. Donc on voit bien que lorsqu'on parle d'évolution, lorsqu'on parle de pays ou de régions qui ont profité ou qui ont été marginalisées, les trois premières puissances commerciales au monde ont bien sûr profité des évolutions du commerce international, mais à des degrés divers. C'est-à-dire que pour ce qui est de l'Europe et l'Asie, il n'y a pas de problème, surtout l'Asie, sa part a très fortement augmenté. Par contre, en ce qui concerne l'Amérique du Nord, c'est toujours une puissance commerciale, mais elle est passée d'abord de la deuxième à la troisième place, mais surtout, son poids a quand même fortement baissé. Donc voilà, lorsqu'on parle de ces régions. Maintenant,
ce que nous allons voir, c'est par rapport aux pays. C'est-à-dire qu'on va se poser la même question. Quels sont les pays qui ont profité de toutes ces évolutions? Quels sont les pays qui, au contraire, ont été marginalisés par toutes ces évolutions? Donc on va se focaliser sur 3 types de pays, 3 catégories de pays que vous connaissez normalement, si vous avez suivi la 3e section relative à la division internationale du travail, c'est-à-dire les pays anciennement industrialisés, les pays développés, les nouveaux pays industrialisés, les NPI, les pays émergents, et enfin les PMA. Donc on va commencer en s'appuyant sur une activité de notre manuel, l'activité 5, page 254, par les pays développés. Donc le titre, c'est « Qui domine les échanges internationaux de biens et services ?» Les pays industriels dominent le monde. Ils sont les principaux exportateurs de produits manufacturés. Ils dominent aussi le marché de produits agricoles et sont leaders dans le domaine des échanges de services. La géographie des flux du commerce international de services est assez proche du commerce des biens. La prépondérance, c'est-à-dire la domination des pays développés, étant même plus accentuée, plus forte. À eux seuls, ces derniers représentent près des 3/4 des échanges de services. Donc le texte est très clair. Le commerce international est majoritairement le fait des pays développés. En effet, ces pays développés, ces pays anciennement industrialisés, dominent non seulement les échanges internationaux de biens manufacturés, mais aussi les échanges internationaux de biens agricoles. Et enfin, cerise sur le gâteau, ils dominent encore plus largement les échanges internationaux de services, qui représentaient en 2017 25% du commerce international. Donc là, depuis la révolution industrielle, on a toujours la même chose. Le commerce international est dominé par les pays développés. Cependant, si vous vous rappelez, le pays aujourd'hui qui domine, qui est le premier exportateur mondial de marchandises, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Allemagne, ni encore le Japon, c'est-à-dire des pays anciennement industrialisés, mais c'est la Chine, un pays considéré comme émergent au début des années 2000. Donc, on va voir que les nouveaux pays industrialisés sont en train de contester cette domination des pays industrialisés, des pays anciennement industrialisés. On va s'appuyer sur l'activité 7, page 255 de votre manuel, l'émergence des pays d'Asie de l'Est. On va lire ensemble si vous voulez bien. La réussite en matière de commerce mondial dépend de plus en plus de la possibilité d'intégrer des produits industriels à des marchés dont la valeur ajoutée est de niveau supérieur. La majorité du développement croissant de la part de marché mondial réservé aux marchandises issues de l'industrie est concentrée dans une seule région, l'Asie orientale, et dans un petit groupe de pays, Chine, République de Corée, c'est-à-dire la Corée du Sud, Malaisie, Taïwan, province de Chine, etc. Depuis 1980, cette région de l'Asie a plus que doublé sa part d'exportation de produits de fabrication industrielle au niveau mondial. Donc, si on suit ce texte, les nouveaux pays industrialisés, c'est-à-dire les 4 dragons, on a vu Singapour, Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud, d'autres pays émergents, tels que la seconde génération de NPI, par exemple la Malaisie, d'autres pays aussi, tels que la Turquie, l'Afrique du Sud. Tous ces pays, au fond, ces pays émergents, se sont parfaitement insérés dans les échanges internationaux. Et donc leur part a augmenté progressivement. Pourquoi ils se sont parfaitement insérés dans les échanges internationaux? Parce qu'ils se sont spécialisés dans la production et l'exportation de produits manufacturés, tout d'abord intensifs en main-d'œuvre, banalisés, tels que le textile, mais ensuite, ils se sont spécialisés dans la production et l'exportation de produits manufacturés à forte intensité capitalistique et à valeur ajoutée élevée, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est téléphonie mobile, les ordinateurs, les voitures, etc. Donc, ces pays émergents, et surtout les NPI de première et de deuxième génération, ont un poids de plus en plus élevé dans le commerce international, pour la simple raison, c'est qu'ils ont réussi à passer de l'ancienne à la nouvelle division internationale du travail. Donc voilà pour les gagnants, les pays anciennement industrialisés, les nouveaux pays industrialisés. Qu'en est-il des perdants? On va se focaliser sur une 3e catégorie de pays que vous connaissez aussi normalement, les PMA, les pays les moins avancés. Donc on va s'appuyer sur l'activité 8, page 255 de notre manuel, intitulée justement « Les PMA, les pays les moins avancés, en marge de l'échiquier du commerce mondial ». En marge, donc marginalisé, à la marge. Burundi, Tanzanie, Népal, Mauritanie, Bangladesh, etc., les PMA, les pays les moins avancés, constituent un groupe très disparate. La majeure partie de la population vit à la campagne, pratique une agriculture de subsistance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exportation. L'activité industrielle est très restreinte. Tributaire de 2 ou 3 matières premières, tributaire, c'est-à-dire qu'elles dépendent
non énergétiques pour la quasi-totalité de leurs recettes d'exportation, ces pays subissent la détérioration des termes de l'échange. Baisse des cours des matières premières, c'est-à-dire des prix, et persistance des difficultés d'accès au marché des pays industrialisés précipitent la marginalisation des PMA dans l'économie internationale. Leur poids sur l'échiquier du commerce mondial n'a cessé de se réduire pour devenir dérisoire, tout petit, presque inexistant. Depuis 1989, la situation ne cesse de se dégrader. Donc, on voit bien, ce texte est clair, les PMA, leur situation dans le commerce international se dégrade de plus en plus. D'ailleurs, un chiffre au fond pour montrer la dégradation de la situation de ces pays les moins avancés, qui aujourd'hui sont 47 pays, dont 33 sont situés en Afrique subsaharienne. Ce chiffre, c'est qu'en 2017, leurs exportations de marchandises ne représentaient que 0,95% des exportations mondiales de marchandises, même pas 1%. Pourquoi ? Là aussi, vous l'avez vu lorsqu'il s'agit, au cours de la 3e section relative à la DIT, à la Division internationale du travail, parce que ces pays sont restés bloqués, coincés dans la production et l'exportation de quelques produits primaires, hors bien sûr énergie et hydrocarbures, ces produits primaires à faible valeur ajoutée et dont les cours varient fortement, c'est-à-dire dont les prix varient fortement. En plus, ce qui dégrade encore plus leur situation, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la production de ces biens. Donc, les PMA ont vu leur situation se dégrader, leur position se dégrader dans le commerce international. C'est les grands perdants, au fond, de toutes ces évolutions quantitatives et qualitatives qui se sont accélérées, surtout à partir des années 70. Voilà, on va juste récapituler ce que nous avons vu, cette deuxième sous-section. Donc, la nouvelle structure géographique des échanges internationaux, elle est caractérisée par quoi ? Premièrement, la prédominance, c'est-à-dire la domination, l'importance des pays anciennement industrialisés. Ce sont toujours ces pays qui dominent le commerce international. Deuxième idée ou caractéristique, c'est l'émergence d'un certain nombre de pays qui vont contester, qui sont en train de contester justement la prédominance des pays anciennement industrialisés. C'est surtout en Asie, ces pays, donc ce sont les nouveaux pays industrialisés de première, de deuxième génération, et surtout, bien évidemment, la Chine, qui est aujourd'hui la première puissance commerciale au monde. Enfin, les perdants, on a la marginalisation, essentiellement de l'Afrique, mais aussi un peu de l'Amérique centrale et latine, et plus particulièrement la marginalisation des PMA, des pays les moins avancés, qui sont essentiellement localisés en Afrique subsaharienne. Voilà, on a terminé cette section 2 du chapitre 2. La prochaine séance sera consacrée au dernier chapitre de notre programme, intitulé « Les firmes multinationales ». Merci pour votre attention et à bientôt.